Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré au business du Ramadan. C'est un mois saint par excellence pour les musulmans du monde entier. Le jeûne constitue l'un des 5 piliers de l'islam. Une période très importante en Côte d'Ivoire, le pays compte en effet 40% de musulmans. Ce mois sacré est aussi l'occasion pour les entreprises d'augmenter leur chiffre d'affaires dans la commercialisation de produits alimentaires. Une période de grande consommation qui rime aussi avec le halal, cette alimentation jugée conforme au rite musulman. Sur le continent, le marché du halal est estimé à 150 milliards de dollars. Il comprend la nourriture, mais aussi les boissons. Un marché en pleine expansion. Au sommaire ce soir, enquête sur le business autour du Ramadan en Côte d'Ivoire. Un mois sacré pour les musulmans du pays. Un mois sacré aussi pour les entreprises qui font du business. Panier Ramadan, rupture du jeûne, tenue somptueuse pour les fêtes. Tout s'organise pour profiter de la consommation des ménages. Puis nous parlerons d'un marché en pleine expansion, celui de la nourriture halal. Le halal, c'est une certification qui autorise les musulmans à consommer un produit. Nous irons à la rencontre de Issouf Sam, un boucher qui a fait du halal sa spécialité. De l'abattage rituel des bêtes à la vente dans sa boucherie en passant par la grande distribution, vous allez découvrir les coulisses de ce business. C'est une période sacrée incontournable, le Ramadan. Pendant un mois. Il s'agit pour chaque musulman de prier et jeûner pendant la journée avant de rompre le jeûne une fois le soleil couché. Mais vous allez le voir, ce moment est aussi l'occasion de faire du business pour les entreprises que nous avons rencontrées et d'augmenter leurs ventes. Le business autour du Ramadan, un reportage signé Jeanne Hutin et Romane Émilie Kofi. Au cœur du quartier d'Abobo, en ce mois de Ramadan, cette famille pratiquante suit les rites habituels. Prière quotidienne et surtout jeûne, car du lever au coucher du soleil, interdiction de manger et de boire. Alors à quelques heures du repas qui marque la rupture du jeûne, l'iftar, la mère de famille s'active en cuisine. Est-ce qu'il est l'heure de couper carême? Dans peu de temps, on coupe carême à 18h25. Donc tu vas te patienter juste un peu. Frites, poulet yassa, ail, le tout frit dans de l'huile. C'est l'un des produits incontournables du Ramadan. Pendant les autres mois, on utilise moins d'huile par rapport au mois de Ramadan. Sur homme, on peut prendre 1 litre, un bidon comme ça, on peut prendre 1,5. C'est-à-dire 8 litres par mois. Mais dans le mois de Ramadan, ce bidon-là, souvent, tu penses à 2 semaines, à peine 2 semaines, l'huile est déjà finie. Pour préparer cet iftar, Yasmine a dépensé 10 000 francs CFA. Un budget plus important que d'habitude, car rien ne doit manquer à la fête. Voilà. Pendant le Ramadan, on dépense plus. Malgré qu'on jeûne, normalement, quand on jeûne, on doit manger moins, mais le soir, la table est grande, il y a un peu de tout sur la table. Je dépense 2 à 3 fois plus souvent. Ça dépend si on a des invités qui arrivent. On doit doubler la popote pour que tout le monde mange à sa faim. L'heure de la rupture approche. En cuisine, il faut vite terminer la préparation du repas. Les jeûneurs patientent toute la journée, donc il faut qu'à 18h, pimpante, le repas soit sur la table pour rassurer les jeûneurs parce qu'ils sont très très impatients. Nos frites sont prêtes. Dans le salon, tout le monde est réuni pour débuter l'iftar. Lorsque le signal est donné, on commence par déguster une date avant de boire la bouillie de mil. Ce repas est une récompense après une longue journée de privation. Notre moment préféré, l'heure de la dégustation. On ne parle pas trop, on savoure. On sent bien le goût de cette épice. Avec plus de 40% de la population musulmane, le Ramadan représente une période très importante en Côte d'Ivoire. Pendant un mois, chaque musulman jeûne toute la journée avant de profiter une fois le soleil couché. Mais ce mois sacré est aussi l'occasion pour les entreprises d'augmenter leur chiffre d'affaires. Offres promo, paniers à offrir, rupture du jeûne.
tenue sur mesure pour la fête, tout s'organise pour profiter le plus possible de la consommation des familles. Pour s'adapter à la demande plus importante en cette période, les grandes surfaces mettent les bouchées doubles. Direction l'Hyper U de Cocody. Omar, responsable du rayon épicerie, veille à ce que rien ne manque. Les produits phares, c'est l'huile qui nous tourne beaucoup. Maintenant, si nous vérifions peut-être les chiffres d'affaires, nous pouvons aller à 1 million par jour au niveau de l'huile. Au niveau des commandes, nous doublons même les commandes au niveau d'huile, comme je l'ai dit aussi au sucre et au lait. Nous doublons, au plus même nous triplons, pour ne pas tomber, comme on le dit, en rupture. Le rayon épicerie représente 10 à 15 millions de francs CFA de chiffre d'affaires par jour. Une attention toute particulière est donc donnée à certains produits, comme l'huile, le riz ou encore le sucre, qui peut atteindre jusqu'à 1000 kilos vendus quotidiennement. Le responsable du rayon frais vient donc régulièrement réaliser des points sur l'approvisionnement des produits. Dans le Lipton aussi. Le thé, oui. Thé Lipton, le petit, Le petit. S10 ou bien S5. S10. Poudre, bonnet rouge, spaghetti, couscous, Lipton, café. Renouveler le stock, un enjeu clé, car certains produits alimentaires viendront garnir les paniers Ramadan. Des paniers offerts spécialement en cette occasion, une tradition importante. Alors ce supermarché a choisi d'y consacrer un rayon entier. Alors pendant la période de Ramadan, on peut vendre jusqu'à 2000-2400 paniers toute la période. Avec un prix moyen de 20 000 francs l'unité, l'enseigne réalise un chiffre d'affaires de 40 millions de francs CFA rien que pour ses paniers. Problème, la concurrence est rude. De nombreux supermarchés proposent eux aussi des paniers équivalents. C'est pas facile, pour le fournisseur surtout, parce qu'en cette période, presque tout le monde fait des paniers Ramadan. Et c'est pas facile pour le fournisseur de répondre à toutes les demandes. Il peut arriver que le fournisseur soit en rupture, et du coup, nous aussi. Là, c'est un problème. Là, c'est un problème, et là, il faut réfléchir, voir par quoi il faut remplacer là où tu as ta rupture. Les paniers Ramadan, un marché lucratif qui n'est pas réservé uniquement aux grandes surfaces. Certains entrepreneurs surfent aussi sur le phénomène. Christelle confectionne des paniers haut de gamme avec des produits très recherchés. On fait beaucoup attention à des produits qu'on met à l'intérieur de nos compositions parce que ce sont des produits comestibles. C'est des produits qui coûtent plus cher que la normale parce que ce ne sont pas des produits qu'on trouve en grande surface dans les supermarchés. Et par exemple, le jus de fruits, je pense que c'est différent des jus que vous trouvez en grande surface. Là, pour le coup, il est entre 7 000 et 8 000, uniquement ce jus. Alors que si on part sur une base des jus classiques, je peux l'avoir en 1 litre entre 2 000 et 3 500. Donc ça fait quand même 3 fois le prix des produits classiques qu'on peut trouver en grande surface. Un coût qui se ressent sur le prix de vente. Le client dépensera 90 000 francs pour ce plateau par exemple. À ce prix, Christelle s'assure que la composition convienne parfaitement au client. Allô ? Allô ? Madame Kay, ça va ? Je voulais juste vous envoyer le contenu. Vous savez, les boîtes à fruits secs, j'en ai plus. C'était les dernières que j'avais pour votre composition de jeudi. Mais je vous propose autre chose. Ce sont des fruits secs également, que je mettrai à l'intérieur. Vous me dites si c'est OK pour vous. Elle mène cette activité depuis 3 ans, en plus de son emploi principal chez un grand concessionnaire de la place. Une activité qui occupe tout son temps libre. Christelle prépare 150 commandes pour ce seul mois du Ramadan. Mais l'idée, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va faire qui va créer vraiment l'effet waouh et marquer la différence et faire de ces produits ou son expérience vraiment quelque chose de très unique. Une fois le panier emballé et décoré, c'est l'heure de la livraison. Cet écrin précieux, elle en livrera près de 15 dans la journée, dans tout Abidjan. Pendant le mois du Ramadan, les hôtels de la capitale économique veulent eux aussi tirer profit de cet événement sacré, en organisant chaque soir des ruptures de jeûne. Au cœur des cuisines de l'hôtel Movenpick, on travaille sans relâche pour préparer le buffet de l'iftar. Ça commence le compte à rebours ? Ouais, il est 4h30, ça y est. Hop, c'est le feu. Étant donné qu'il y a la coupure, il faut vraiment être à temps que tout soit posé parce que les gens, quand ils commencent,
Mais ils arrêtent pas. Il faut pousser à fond. Venus spécialement du Maroc, les chefs Gislan et Nadia sont derrière les fourneaux. Chaque soir pendant un mois, elles préparent un repas typiquement marocain. Je suis fière. On est fiers. On est fiers. On est fiers. De préparer et surtout de faire découvrir à tout le monde ici la cuisine marocaine. Voilà. Surtout pendant ce mois de Ramadan où on mange un peu de tout. Il y a tous les plats. Chaque jour, plus de 6 kilos de semoule sont cuisinés pour accompagner les traditionnels couscous et tagines. Tagine de poulet, carottes, petits pois. Tagine de boulettes de poisson. Voilà. Et les brochettes, il faut voir avec Stéphane. Des plats qui peuvent être coûteux selon les ingrédients. Lui, par exemple, le safran, il est cher. Donc, quand on ajoute un peu de safran dans des plats, donc bien sûr, ça va être... Il y aura un prix qui est un peu plus. Tout ce qui est fête, Ramadan, donc même les gens qui n'ont pas assez d'argent, ils essayent de dépenser. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut avoir ça dans leur table, ou dans la culture générale. Et voilà la fameuse harira qui est indispensable pendant le mois de Ramadan. En salle aussi, on s'active. Une fois le soleil couché, l'heure de rompre le jeûne est arrivée. Les clients se pressent autour du buffet. Chacun d'entre eux a déboursé 25 000 francs CFA pour profiter de ces mets marocains qui semblent plutôt appréciés. Je trouve l'endroit parfait et c'est tranquille et je suis bien, je me sens bien ici. J'adore, vous voyez les samouchas juste derrière là, c'est pourquoi je viens ici. Pour l'établissement, ces soirées spéciales permettent d'augmenter le chiffre d'affaires de 20% par rapport à un jour normal. Alors le directeur général du Movenpick, Fabien Martinez, y accorde une importance toute particulière. Le Ramadan nous a paru une opportunité pour attirer des nouvelles sortes de clientèle que nous n'avons pas forcément, par exemple la communauté musulmane. Et puis aussi des compagnies, il y a aussi beaucoup de compagnies autour de nous qui offrent un iftar, donc un repas pour leurs employés. Comme on est intéressant, on vient juste d'ouvrir, ça nous permet à nous de nous différencier par rapport à d'autres hôtels. Chaque soir, l'hôtel reçoit entre 80 et 100 personnes. Alors, ça représente, jusqu'à présent, puisque nous sommes encore en Ramadan et qu'il reste à peu près une dizaine de jours, ça va représenter grosso modo de 30 à 35 millions de chiffre d'affaires sur le soir. Pendant le mois du Ramadan, les affaires sont bonnes aussi pour les couturiers. Car pour l'Aïd el-Fitr, la fête qui clôture ce mois sacré, il faut se parer de ses plus beaux habits. À Trècheville, l'incontournable Cissé Moïse reçoit beaucoup de commandes, notamment pour les kaftanis. En fait, aujourd'hui, le kaftani remplace le costume. C'est la tenue africaine par excellence et qui fait qu'aujourd'hui, c'est l'une des tenues qui est le plus demandée et le plus portée. Et on est aussi bien habillé que dans un costume occidental. Donc aujourd'hui, la demande est très très forte. Et quand c'est le Ramadan, quand c'est l'Aïd, on le fait en bazin. 317 tenues cousues par l'atelier ce mois-ci, soit presque le triple comparé à un mois normal. On va regarder ensemble. Bon, je rajoute ça. C'est quel nom? Doumia Daouda. Voilà, donc c'est les derniers. On a arrêté toute la commande déjà, donc du coup, faire en sorte que tout soit prêt. Okay. Les commandes passées en dernière minute sont facturées plus cher. Lorsqu'on a des clients qui viennent un peu plus tardivement, en accord avec les opérateurs, on essaie d'ajouter ce qu'on appelle le prix de l'urgence, qui permet donc de faire travailler le tailleur un peu plus tard que d'habitude. Cette taxe pour l'urgence coûte 10 à 15 000 francs par tenue. Son but, financer les heures supplémentaires des couturiers qui travaillent jusqu'à 22 heures pour finir dans les temps. Le suivi des commandes est très organisé. On se fatigue un peu plus quand même. C'est du stress, comme je dis. Hein. Du stress, mais au final, beaucoup de ventes à la clé. Ce client n'a pas hésité à mettre le prix pour cette occasion spéciale, 250 000 francs pour ce kaftani. C'est le jour de la fête, voilà, tout le monde cherche à être bien sapé, voilà, donc c'est normal,
c'est normal. Je dirais, ouais. C'est un honneur d'être bien fringué le jour de la fête. Ouais. Nous retrouvons Yasmine, notre mère de famille, qui cuisinait le repas de l'iftar. Elle est aussi couturière. Alors après la rupture du jeûne, direction son atelier. Demain c'est la fête. Hein. Ils ont annoncé, donc aujourd'hui on va veiller. Hein. On va mettre les bouchons doubles. Allez. On vous propose quoi? Du codis, du condia, orangina pour que vous vous motivez à travailler plus. Parce qu'aujourd'hui c'est la finale. Avec son équipe, Yasmine peaufine les dernières tenues. Tu fermes les côtés. Comme la clientèle est mince, ce n'est pas grosse. Donc, à partir d'ici, là, tu traces. Comment tu vas mettre ton mètre? Certaines demandent des retouches de dernière minute. Je trouve la robe très belle, mais je veux que ça soit un peu plaqué l'arrière. Cette cliente a déboursé 45 000 francs pour cette tenue brodée. C'est très chargé. Le stress est énorme. La nuit, tu ne dors pas, tu fais des cauchemars. Tu vois les clients qui te poursuivent dans le rêve. Franchement, c'est très compliqué. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est le dernier soir. Nous allons souffler un bon coup. Bon, il nous reste les 3-4 complets. On va terminer ça ce soir et puis on va dire alhamdoulilah. Ça n'a pas été facile, mais on y est arrivé. L'enjeu est tel que les clientes préfèrent s'endormir dans l'atelier pour être sûres de récupérer boubou, robes et autres tenues de fête au lever du jour. Mais peu importe la pression, pour Yasmine, c'est une période très importante financièrement. On essaie de faire le plein de jetons dans les poches pour amorcer les autres mois qui vont venir, les mois de sécheresse. Avec 11 millions de musulmans dans le pays, le ramadan est une période particulièrement prospère pour les commerçants et entrepreneurs, car la consommation des ménages explose. Yasmine, par exemple, double ses ventes sur ce mois. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Ibrahim Kamagaté, expert en finance islamique et manager de Halal Certification Côte d'Ivoire, organisme de promotion et de labellisation Halal. Avec lui, Fulgence Tano-Afi, responsable à Surprise d'ici, entreprise spécialisée dans la confection de paniers ramadan, entre autres, et Astou Koné, journaliste au groupe Média Al-Bayan. Astou Koné, Afi, Ibrahim Kamagaté, bonsoir. Bonsoir. Je commence avec vous. Alors, c'est contre-intuitif. On se dit que pendant le temps de Ramadan, si je suis dans la vente de produits alimentaires, je vais perdre de l'argent, j'aurai moins de clients. Et là, on voit que c'est le contraire. On se rend compte que, en fait, la consommation augmente. Quel est votre commentaire? Alors, merci. La consommation augmente d'une part parce que c'est un mois qui ne nous amène pas forcément à manger beaucoup, mais c'est un mois qui nous invite à des actions de partage, de solidarité. Et donc, à l'annonce de ce mois, il y a que les musulmans vont faire beaucoup d'achats. Ils vont préparer ce mois. Il faut compter aussi tous ces dons qu'on souhaite faire. Vous voyez, les personnes physiques ou morales s'organisent pour faire des dons à des personnes dans le besoin, à des personnes moins nanties. Et cela pour permettre à tout le monde de vivre dans de meilleures conditions cette période de Ramadan. Et juste à côté de ça, ce n'est pas forcément des personnes qui sont musulmanes qui passent les commandes. Il y a des personnes chrétiennes ou d'une autre religion qui passent également la commande dans le sens de pouvoir soutenir leurs frères amis qui sont dans ce mois de... Donc ça fait exploser la consommation. Bien évidemment. Alors on sait qu'il y a de l'huile, il y a du lait, il y a quels autres produits par exemple qu'on vous connaît? Alors on a des fruits, on a des fruits de saison, il y a des fruits séchés et il y a aussi, on va dire, des chocolats que bien évidemment des personnes aiment bien rendre le jeûne avec. Alors, Ibrahim Kamagaté, on est quand même surpris hein, qu'il y ait autant de produits alimentaires qui sortent. C'est une bonne affaire pour les entreprises. Bon, tout à fait, parce qu'en fait, les entreprises ils cherchent à faire du chiffre. Ouais. Et bon, c'est en fait l'occasion aussi d'augmenter les prix, parce qu'on a constaté que lorsque, n'est-ce pas, on regarde les chiffres de l'Institut national des statistiques, relativement à la consommation des ménages, on a vu que l'indice relatif au prix harmonisé a subi une hausse de 0,5% par rapport au mois de mars, parce que le mois de Ramadan, c'est en avril. Voilà, donc il y a une hausse de 0,5% par rapport au mois de mars. Donc, généralement, les gens en profitent pour augmenter les prix. Mais il y a aussi l'inflation, puisque actuellement, l'inflation est autour de 5,3% par rapport à la norme communautaire qui est de 3%.
Donc c'est pour dire qu'en fait, il y a une hausse des prix aussi durant le mois de Ramadan, qui est au profit aussi des industriels. Donc ça fait que, de fil en aiguille, tout le monde augmente son chiffre d'affaires, les entreprises. Donc on voit qu'il y a une pression, Fulgence Safi, sur les produits. Donc ça suppose qu'il y a des risques de pénurie. Alors, bien évidemment, il y a des risques de pénurie parce que plus la demande elle est forte, moins les produits seront présents dans les grandes surfaces. Et quand on n'a pas de produits, nous, en tant que structure, on a du mal à pouvoir nous approvisionner afin de pouvoir confectionner nos paniers cadeaux. Donc vous produisez combien de paniers? Alors, en journée, on est à près de entre 20 et 30 commandes par jour. Ok. Et le panier, il coûte combien? Alors, le prix du panier, il est entre 10 et 30 000. Astou, vous avez acheté des paniers à ce prix-là aussi? Entre 10 et 30 000, ouais. Oui, bien sûr, parce que ça dépend à qui on veut faire cadeau. Voilà, ces prix sont variables parce qu'effectivement, la cible, ça dépend de la cible. Un employé qui veut faire plaisir à son patron choisira le meilleur. Vous voulez acheter un panier, vous allez acheter plutôt en grande surface, puisqu'on l'a vu, ou alors acheter chez un particulier comme Fulgence Safi? Alors, je vais acheter chez un particulier, pour ma part, parce que là, j'ai la possibilité... j'ai la possibilité de demander de rajouter des choses auxquelles je tiens. Voilà. Donc, je peux même contribuer, participer à la confection du panier. Fulgence, est-ce que vous avez un autre mois de l'année où vous vendez autant de paniers, ou alors c'est le mois vraiment où on atteint le pic? C'est le mois où on atteint le pic. En termes de panier Ramadan, c'est le mois où on atteint le pic. Alors, on va essayer de naviguer sur votre expérience dans l'audiovisuel. Est-ce qu'à ce moment-là, pour une radio ou alors une chaîne de télévision confessionnelle, est-ce qu'on sent l'impact commercial aussi de ce mois? Est-ce qu'on sent une forte demande, plus de pression? C'est quoi votre taux d'expérience? Alors, c'est forcément cela. Ouais. On sent forcément cette période-là, on la vit. D'abord, on va travailler en non-stop. Ouais. Voilà, c'est une période où il faut accompagner ses auditeurs. À partir de 4 heures du matin, il faut présenter des programmes parce que les gens sont déjà éveillés. Les entreprises viennent communiquer parce que chacun veut présenter ses produits. C'est vraiment très full. On ne permet pas donc de congé pendant cette période. Donc, tout le monde doit rester au travail. Wow. Voilà, travailler en non-stop pour faire vivre le meilleur, bien sûr, à nos téléspectateurs, nos auditeurs et nos internautes. Waouh! Alors, donc, c'est un mois qui tourne. On a même vu dans les hôtels 5 étoiles. L'iftar, c'est quoi l'iftar? L'iftar, c'est la rupture, la rupture en fin de jeûne. Alors là, on a vu tout à l'heure dans un hôtel, c'est un filon sur lequel il faut se positionner. Je pense qu'il est le nez creux, le déjeuner. Tout à fait. Parce qu'en fait, les hôtels, c'est des hommes d'affaires. Donc, c'est une opportunité qu'ils ont fleurée. Donc, ils se sont dit qu'il faut, n'est-ce pas, rentrer dans le créneau. Voilà, du moment où les musulmans sont beaucoup férus d'innovation, donc ils se sont lancés, c'est opportun pour eux également, c'est une opportunité d'affaires. Astou connaît, d'après vous, c'est une tendance? Oui, c'est une tendance. Vous savez, avant, c'était plus les espaces religieux, les mosquées, et puis les entreprises. Aujourd'hui, c'est ouvert depuis ces dernières années-là aux hôtels et bien d'autres, parce que vous avez, dans le reportage, nous avons tous vu, c'est plus de 40% de musulmans. Il y en a qui sont en transit. Ici, il y a des résidents, c'est beaucoup. Et quand on a parlé tout à l'heure de solidarité, c'est la solidarité envers et les musulmans et les non-musulmans. Donc, c'est un mois qui facilite le pont de sympathie entre les peuples avec un menu qui correspond au moment. Alors c'est intéressant. Donc, on constate que c'est une tendance aujourd'hui, avec une augmentation du chiffre d'affaires et tout ça. Question pour vous, Fulgence Safi, est-ce que vous sentez la pression? Est-ce qu'il vous arrive de ne pas pouvoir livrer autant que la demande l'exige? Bien évidemment. Pour se retrouver à pouvoir produire 20 à 30 paniers par jour, ce n'est pas évident. Il faut dire qu'il y a des moments où on passe carrément, on fait des nuits blanches afin de pouvoir satisfaire la clientèle. Le plus difficile souvent, c'est quand on n'arrive pas à trouver les produits demandés par le client. Et ça arrive? Ça peut arriver, oui, ça arrive. Donc dans ce cas de figure, on appelle le client et on lui propose d'autres produits qu'on a à disposition avec son autorisation. On pourra mettre ce produit dans son panier.
Oui. Astokone, est-ce que vous arrivez à vous adapter? Et puis, c'est quoi quand on arrive dans le mois de Ramadan pour quelqu'un qui est dans les médias? Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, oh, on va travailler encore beaucoup? Ou alors, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va servir, le Seigneur? C'est quoi l'état d'esprit? Est-ce qu'on s'adapte? Alors, l'état d'esprit, d'abord, c'est la joie. Ouais. Pourquoi? Parce que, en tant que musulmans, nous comprenons que c'est un mois béni, c'est un mois où, dans le livre saint, on nous dit que les démons sont enchaînés, les portes de l'enfer sont fermées et les portes du paradis sont ouvertes. Donc, c'est un mois où, lorsque nous menons nos activités cultuelles et culturelles de la meilleure des façons, nous aurons forcément des mérites. Et nous savons que c'est un engagement que nous avons pris de choisir de travailler dans un média confessionnel. Et donc, tout ce que nous aurons à poser comme acte, forcément, nous est profitable. Vous prenez beaucoup de mérite pendant ce temps-là, et en même temps, les hommes d'affaires, ils prennent aussi des sous. Oui. C'est leur activité, c'est Tout à normal. fait. Est-ce que vous avez le sentiment, justement, Ibrahim Kamagaté, que ce mois pèse vraiment de façon positive sur l'économie locale? Bon, du moment que c'est une activité saisonnière, donc peut-être ça a un impact, mais pas un impact hautement significatif sur l'économie. Lui, c'est son meilleur mois. Sur 12 mois, c'est le meilleur mois. Bon, peut-être pour lui, mais on va dire peut-être les particuliers, ils peuvent peut-être vendre un certain nombre de lots, mais quand on prend les grandes marques, tel qu'on a vu dans le reportage, ils peuvent vendre 2000 à 2400. Ouais. Voilà, donc un particulier n'a pas peut-être cet effet de levier, voilà, que les grandes marques ont, mais peut-être il peut se faire aussi un chiffre d'affaires. Mais en fait, ce qui est important, parce que l'économie est plus portée par l'industrie, et on peut dire que c'est plus dans la transformation, l'exportation qu'on gagne plus. Mais le mois de Ramadan étant saisonnier, au moins ça permet d'ouvrir des parts de marché. Voilà, on peut dire que c'est très utile pour des commerces, pour la distribution. Alors, nous l'avons vu, le Ramadan est une période très prolifique pour la consommation des ménages musulmans. Vous allez maintenant découvrir un autre business, celui de la nourriture halal. Un label qui permet aux musulmans de consommer. Le marché mondial de la nourriture halal est passé de 1300 milliards de dollars en 2022 à 1502 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 15% en seulement un an. Le marché devrait atteindre 2583 milliards de dollars en 2027, un marché en plein essor aussi en Côte d'Ivoire. Et nous sommes allés à la rencontre de Youssouf Sam, boucher et musulman. Cet entrepreneur s'est spécialisé dans ce segment porteur. Profession boucher halal, un reportage de Jeanne Hutin et Niki Kwame. Au cœur de la capitale économique ivoirienne, dans le quartier d'Angré, c'est l'heure de pointe pour ce restaurant. Ici, on cuisine de la viande au barbecue. Là, on a le gigot de mouton. On fait aussi des poulets braisés, des brochettes et puis on a du poisson. Cette viande a une particularité. Elle est halal. La majorité de nos clients sont quand même des musulmans et ils exigent quand même que ce soit halal. Donc le fait de nous rapprocher de Youssouf, ça nous garantit cet aspect-là. Chaque semaine, le restaurateur commande 30 kg de viande de bœuf et 2 moutons à Youssouf, un boucher spécialisé dans la viande halal. Dans son local de Port-Bouet, Youssouf Sam, boucher depuis 10 ans, a décidé de miser sur la viande halal et locale. Par halal, il faut comprendre ce qui est autorisé pour les musulmans. En Afrique, la taille du marché halal est estimée à environ 150 milliards de dollars. Il comprend les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées. Avec 40% de sa population musulmane, c'est un marché en plein devenir en Côte d'Ivoire. Depuis quelques années, un organisme de certification a même vu le jour. Focus sur un marché plein de promesses. Port-Bouet. Nous sommes à l'abattoir général d'Abidjan, un véritable quartier qui comprend une salle d'abattage, un parc à bétail, mais aussi une centaine de boucheries. Youssouf Sam est installé ici depuis 2014. Ouais les gars, c'est comment? Ça va? C'est bon? Chaque matin avec son équipe, il prépare près de 800 kg de viande pour ses clients. De la viande qu'il a choisi de produire de manière halal. J'ai choisi de faire la viande halal d'abord par question de principe. Et puisque étant d'abord musulman,
Alors, ça m'interdisait de commercialiser d'autres viandes. En faisant du halal, ça permet aux musulmans de s'y retrouver, ça permet aux chrétiens de consommer, ça permet aux animistes de consommer, à tout le monde de consommer, quoi. Si sa clientèle est variée, il compte de nombreux clients musulmans à la recherche de produits spécifiquement halal. C'est important pour moi parce que c'est de la viande halal, c'est de la bonne qualité, raison pour laquelle je suis venue acheter ici. La qualité de la viande passe aussi par le choix des bêtes. À quelques mètres seulement de sa boucherie, direction le parc à bétail. Chaque jour, des milliers de bêtes arrivent ici de toute la sous-région. C'est ici que les bouchers comme Youssouf font leur choix en fonction de certains critères. Je viens ici tous les jours. En général, pour choisir la bête, on tient compte de la santé de la bête et du poids aussi. Il y a une partie qui vient de la Côte d'Ivoire, ça vient du Burkina, ça vient du Mali, ça arrive ici vivant et c'est vraiment inspecté par les vétérinaires, c'est contrôlé et avant même l'abattage. Ce jour-là, Youssouf portera son dévolu sur 5 bœufs et 20 agneaux. Une fois les bêtes choisies et achetées, direction la salle d'abattage. Monsieur Bamba, vétérinaire, est chargé de vérifier que les procédures sont respectées. Pour que la viande soit halal, l'abattage suit des règles précises. Pour toute saignée, il faut que l'animal fasse face à la Qibla. Voilà, à la Mecque. Voilà, pour que la viande soit halal. L'opération se déroule extrêmement vite. Les bêtes sont égorgées à la chaîne. La personne qui saigne l'animal prononce une sourate du Coran au même moment. L'étape suivante est celle de l'habillage. Enlever la peau de la bête et ses abats. Le vétérinaire vérifie ensuite l'état du foie, des poumons ou encore du cœur de l'animal, afin de s'assurer qu'aucune maladie ne soit transmise à l'homme. On vérifie le côté sanitaire. Il faut que la viande soit consommable. On vérifie s'il n'y a pas de maladie, surtout les zoonoses, qui peuvent se transmettre à l'homme. Voilà. Tout ce qui n'est pas bon, nous, on élimine. Même si c'est la viande complète. Si la viande est considérée comme propre à la consommation, elle obtient alors son laissez-passer. Ça, c'est le signe pour dire que c'est quitté à l'abattoir et ça a été contrôlé par des vétérinaires. Youssouf vérifie le bon déroulé de l'opération. Pour le travail effectué, il doit s'acquitter d'un forfait fixé par bête. Donc 2000 francs pour le mouton, le cabrou et pour le bœuf, c'est 17 000 francs. En moyenne, chaque jour, le boucher fait saigner 20 moutons, 10 agneaux, 5 bœufs et 5 chèvres afin de satisfaire la demande. Son chiffre d'affaires avoisine les 50 millions de francs CFA par mois. Retour à la boucherie, où il va désormais préparer ses livraisons. Des livraisons pour les particuliers, mais aussi pour de grandes enseignes de supermarchés. C'est quel un paquet tu es là faire comme ça? Hein? Avant-dernier, Norbert, c'est bon, hein, ça va dépasser. J'ai commandé un yang aussi, là, arrive là, il va prendre. Le yang est là. Direction Trècheville, où il se rend chez Socofrais. Depuis 2 ans, il a décroché un contrat avec l'enseigne. Il livre chaque jour 100 kilos de viande dans ce magasin. Et si le patron a choisi de travailler avec Youssouf, c'est parce qu'il fait de la viande halal, mais pas seulement. Effectivement, c'est halal parce que ça vient de la boucherie. Ça vient de la grande boucherie. Ce n'est pas des bouchers clandestins, c'est des bouchers qui sont affiliés au syndicat des bouchers. Donc, il n'y a pas de mal à travailler avec lui. Pourtant, à notre grande surprise, une fois en rayon, aucune étiquette pour préciser que la viande est halal. Certains clients ne savent pas exactement ce qu'ils achètent. Halal. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est halal, mais je sais que par rapport à eux, que c'est la viande de bœuf, par rapport à ce qu'ils disent, quand c'est frais, c'est bon. D'autres acheteurs viennent ici précisément pour cette raison. C'est important que ce soit halal parce que moi, je suis une musulmane. Pourquoi il vient acheter de la viande ici? Dans les rayons, que la viande soit halal ou pas, elle est vendue au même prix et sans distinction. Un regret pour le boucher qui aimerait que sa viande soit davantage mise en valeur. C'est notre rêve, c'est notre combat que les viandes puissent être étiquetées à la longue.
pour éviter que toutes les viandes se ressemblent. Si Youssouf espère toujours voir sa viande halal étiquetée, d'autres ont décidé de faire appel à des organismes de certification. Ce matin, cette boucherie reçoit la visite de Mohamed Bello, représentant de Halal Côte d'Ivoire. Wa alaikum salam. Ça va, alhamdoulilah. En créant son business halal, cette bouchère s'est rapprochée de l'organisme afin de recevoir une certification. Ici, on va vérifier comment la saignée est faite. Est-ce qu'elle est faite conformément à la norme halal? Donc on va vérifier d'abord l'animal, l'état de santé des animaux qui sont saignés, les bêtes, s'ils ne sont pas porteurs de gènes, s'ils ne sont pas malades et tout. Les poulets sont tués un à un en suivant un protocole précis, propre au halal. Ici, lui c'est le sacrificateur. Il est chargé de saigner la bête. Et vous avez vu qu'on n'a pas entassé les bêtes. Parce que dans la législation, pour ne pas stresser les animaux, il est important que la première bête ne voit pas la seconde en train d'être saignée. Donc on le met à l'écart. Comme ça, quand il fait le sacrifice, il les saigne au nom d'Allah. Bismillah, Allah Akbar, Dieu est le plus grand. Et c'est bon, d'un seul coup. C'est pour ça également que le couteau doit être très tranchant. De sorte que quand il passe une fois, c'est suffisant pour toucher la veine jugulaire et que l'animal meurt automatiquement, sans souffrir également. Grâce aux contrôles effectués par Halal Côte d'Ivoire, ces poulets peuvent ensuite être certifiés. C'était mon rêve de voir justement ça sur le marché, au moment où j'en avais besoin. Ben, apparemment, il fallait que je le fasse moi-même. Donc voilà, c'est un rêve qui se réalise, qui se matérialise comme ça. Cette certification a un coût. L'organisme facture 300 à 500 000 francs par an pour obtenir le précieux sésame. Mais ce n'est pas la seule dépense pour Rita. On a 30% de plus sur le prix de revient de l'aviculteur standard. On a 30% de plus qui vient s'ajouter en termes de dépenses. En matière de production halal, ça part depuis ce que vous faites manger aux animaux, comment vous les traitez dans vos poulaillers, jusqu'à la mise à dispo du produit sur le marché. La bouchère a malgré tout choisi de ne pas augmenter le prix de vente. Si on le répercute sur le prix, justement, on va porter un coup à la vulgarisation qu'on avait décidé de faire. Donc du coup, on reste là. Et puis bon, on compte sur le fait qu'on aura plus de personnes sensibilisées à la consommation du halal. Et voilà, on espère que ça va venir. Elle mise sur un marché du halal en pleine expansion en Côte d'Ivoire. Pour en être convaincue, il lui suffit de regarder à l'échelle de sa boucherie. Justement, en 2 ans d'existence, on a vu l'évolution. Et aujourd'hui, on est arrivé à un stade où il y a des clients qui, lorsqu'on n'a pas de poulet disponible dans nos fermes, ne mangent pas de poulet. On a au moins une 50aine de clients comme ça qui ne mangent rien d'autre que ce qui est certifié halal. Le halal ne s'arrête pas à la viande et le patron de l'organisme de certification l'a bien compris. Son objectif, certifier le plus de produits possible. Nous le retrouvons dans ses bureaux, toujours à Trècheville. Les gens ont tendance à croire que le halal, c'est juste la viande, mais non. Vous prenez par exemple des produits laitiers, il y a des émulsifiants qui sont utilisés pour permettre la conservation ou pour que ce soit caillé et tout. Et généralement, les gens utilisent de la gélatine. Et la gélatine sur le marché est à 90%, sinon même plus, de porc. Et donc, s'il y a du porc dans un produit, sachez que nous, musulmans, on ne peut pas le consommer. L'organisme certifie les huiles présentes sur le marché en Côte d'Ivoire, mais aussi d'autres produits comme du savon ou des boissons énergisantes. Pour cela, il doit se rapprocher des entreprises susceptibles d'être intéressées par la certification. De son côté, Youssouf n'a pas encore reçu de label, ni par cet organisme, ni par un autre. Son souhait, que l'État encadre davantage la réglementation halal. Pour le gouvernement pourrait avoir un petit regard pour organiser ce milieu-là. Ça va aider vraiment les gens à savoir qu'est-ce que je mange dans l'assiette, qu'est-ce que je mange au restaurant, qu'est-ce que j'achète dans les grandes surfaces. Il est 8 heures. En attendant, il a choisi d'investir la toile et les réseaux sociaux afin de communiquer sur sa marchandise et la vendre. Un pari gagnant. Le boucher espère lui aussi que le marché du halal continuera de grandir en Côte d'Ivoire.
Et nous a rejoint pour le second plateau Brahima Kouma, responsable de la Société africaine de distribution alimentaire, Oumar Zaleh, directeur général d'un groupe spécialisé dans l'aviculture, et avec lui, Mohamed Djibril Bello, responsable de Halal Côte d'Ivoire. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bien sûr, Ibrahim Kamagaté est toujours avec nous. Alors, quand même, 40% de la population musulmane en Côte d'Ivoire, ça reste un business porteur, Oumar Zaleh. Oui, le halal. Oui, c'est un business qui est très porteur, d'autant plus que, en tant qu'entreprise spécialisée dans le secteur de l'aviculture, bon nombre de consommateurs aujourd'hui sont regardants sur ce qu'ils mangent, sur les différents produits, n'est-ce pas, d'origine animale qui sont mis sur le marché. Donc, il va sans dire que c'était un facteur qui est très important pour nous et aussi pour les consommateurs. Il a parlé de produits d'origine animale, mais on l'a vu dans le reportage Ibrahim Kamagaté, le halal, c'est la nourriture, mais ce n'est pas seulement les produits d'origine animale. Oui, bien sûr, parce que lorsqu'on regarde un peu le rapport de l'ITC, le Centre de commerce international, un organisme subsidiaire des Nations Unies, il y a un rapport de 2015 qui est intitulé le halal devient mondial. Ils ont noté que en fait, le halal quitte aujourd'hui un marché de niche pour un marché grand public. Ce qui fait que auparavant, on certifiait de la viande, des produits carnés, mais on est allé au-delà. Nous certifions aujourd'hui les produits agroalimentaires, nous certifions aussi les cosmétiques, la pharmaceutique, la chaîne logistique, le stockage, warehousing, et puis le retailing qui est la distribution, notamment les rayons halal. Donc on peut faire de la distribution halal, du transport halal et tout ça. Le monde a changé. Et même il y a du tourisme halal. Même récemment, il y a un hôtel qui a été certifié au Japon. Parce que c'est vrai, les Japonais ne sont pas en majorité musulmans, mais ils reçoivent des touristes musulmans. Donc il y a des hôtels certifiés halal. Également que la restauration halal aussi existe. Waouh. Et un hôtel certifié halal, ça veut dire quoi? Bon, notamment, c'est-à-dire qu'il y a la restauration qui est prise en compte. Il y a aussi les commodités, c'est-à-dire que dans l'hôtel, les cosmétiques qui sont utilisés sont halal, l'orientation vers la Qibla, et même les chaînes de télévision, tout est filtré. En tout cas, il y a toute une disposition. C'est important hein, dans voilà, les toute hôtels. Une disposition. Brahima Kouma, on parle de produits en dehors de produits d'origine animale qui sont certifiés. Vous commercialisez quoi? Nous commercialisons des épices naturelles, 100% naturelles, oui, qui est nommé des Masamiso. Voilà. Alors, c'est intéressant. Donc, il peut avoir des épices certifiées. Justement, parce que c'est vrai, l'épice, elle est naturelle. Ouais. Mais dans le cas de la transformation, parce que si on modernise l'épice avec également l'intervention de l'être humain, il peut y avoir des contaminations croisées. Donc, il faut en fait un processus sécurisé. Voilà, donc, en cela, la certification est... Alors, on va donc regarder avec Mohamed Djibril Bello les règles pour être certifié halal. Alors, concrètement, prenons le cas simple du mouton. Pour nous, c'est plus simple. Hein. Qu'est-ce qui va rendre un produit, par exemple, comme le mouton, halal? Il y a un vétérinaire qui est là, qui va examiner l'animal pour savoir s'il est pathogène ou pas. S'il est bien portant, tant mieux. Et dans le cas où il n'est pas bien portant, il ne peut même plus être halal. On ne parle même plus de halal. Donc, premièrement. Secondo, quand il est bien portant, on va décider maintenant de l'attribuer un sacrificateur, un seigneur dans notre jargon. Donc, ce seigneur, comme vous avez pu le voir dans le reportage qui est passé, il va prononcer le nom d'Allah, Bismillah Akbar, se diriger vers la Qibla et saigner l'animal, de sorte que l'animal ne souffre pas. Pause ici. Ibrahim, le Bismillah, c'est obligatoire? Bon, en réalité, c'est recommandé, mais si le sacrificateur oublie, ce n'est pas un souci. Okay. Voilà. Et alors, ça veut dire que, est-ce que quelqu'un qui n'est pas musulman peut faire une saignée? Une saignée, oui. Une saignée, ok, en disant le Bismillah, et puis ça sera certifié quand même halal. On va terminer avec lui. Malheureusement, non. Parce que c'est le Bismillah Allah Akbar, ou le fait de prononcer, ce n'est pas seulement sur la langue, mais c'est dans le cœur. C'est une croyance. Oumar Zaleh, comment ça se passe dans votre ferme? En fait, le processus, il est pareil, parce que c'est une norme internationale. Et aujourd'hui, lorsque nous abattons, bien entendu, dans nos tueries ou encore dans nos abattoirs de volailles, lorsque nos produits se retrouvent sur le marché, la première question que le client se pose, est-ce que les produits issus de vos fermes sont halal? Pause ici. Ça suppose que vous, tous vos seigneurs,
C'est comme ça on les appelle aussi. Hein. Oui. Ils sont musulmans. Ça, ça fait partie de nos exigences. Ouais. Et C'est le process. Oui, c'est le process. C'est le process. Mais un musulman pieux, bien entendu, qui fait les prières, etc. Eh bien, dis donc. Alors, il va falloir suivre, parce que la piété, c'est tellement individuel. On voit en fait que c'est extrêmement exigeant. Effectivement. Donc, on a le côté de la santé de la bête. On a ensuite le bismillah qu'il faut prononcer. Oui. Il faut être musulman, croyant, et puis au moins avoir montré des signes de piété. Effectivement. Ensuite, il faut couper d'un seul coup. Ouais. Alors, on continue. Ouais, on coupe d'un seul coup. C'est-à-dire on ne retire pas le couteau pour ramener, en fait. Donc, vous tranchez la veine jugulaire correctement, de sorte que l'animal ne souffre pas. Donc, déjà, on va vérifier le matériel. Est-ce que le couteau, il est tranchant? Est-ce que le couteau, il permet véritablement de saigner d'un seul trait ou permettra à l'animal de souffrir? Et également, on a dit dans le truc, il faut véritablement séparer les animaux. Il ne faudrait pas qu'il y ait de la première bête. Vous voyez la seconde en train d'être immolée, parce que ça stresse les animaux. Et quand ça stresse l'animal, en vérité, vous n'aurez pas une bonne viande. Parce que le sang va rester dans la chair et le goût ne sera pas pareil. Donc, on va d'abord également vérifier l'abattoir. Est-ce que le site d'abattage répond au minimum au HACCP, qui sont un nombre de gènes reconnus mondialement. Vous voyez. Donc, on va vérifier, est-ce que oui, il y a de l'eau, il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de sang qui reste. Alors, est-ce que vous vendez vos poulets plus chers? Non, le prix reste en fait le même. Seulement qu'il y a un avantage commercial. Déjà, au niveau de la concurrence, le fait déjà, au cours de la démarche, dire aux clients, soit dans la grande distribution ou au client final, avec le certificat ou l'attestation que nous présentons, que les produits issus de nos fermes sont abattus selon les rites islamiques, cela a un avantage. Okay, ça nous permet, ça nous permet de maximiser nos ventes. Vous êtes musulman. Oui. Vous consommez halal. C'est ça. Et vous vous êtes engagé aussi à avoir des produits qui soient certifiés. Mais nous voulons nous certifier à halal pour pouvoir rassurer encore plus nos clients de faire plus confiance à nos produits. Sinon, nos produits sont consommés par tous. Alors, vous faites la transformation. Oui. Par exemple, donnez-moi un produit. Qu'est-ce que vous faites? Vous achetez quoi, par exemple? Bon, par exemple, nous produisons de poivre, qui est une épice. Tout le monde sait que le poivre, c'est halal. Bon, ici, on a aussi nos produits de chez nous, qui est le produit Nyanya, que tout le monde consomme. Mais nous voulons rassurer nos clients que nos produits ne sont pas des mélanges. On ne fait pas des mélanges qui ne sont pas dans le respect du halal. C'est-à-dire qu'on n'a pas des autres produits à mélanger dans nos productions qui fait que nos produits ne sont pas halal. Alors dites-moi clairement, est-ce que dans le processus de certification, par exemple, de quelqu'un qui produit des épices, je sais qu'il en fait par exemple de la poudre, il fait un emballage, il a toute une unité de transformation, depuis le champ où il a acheté, le transport, est-ce qu'on regarde tout ça? Parce que là, il a dit qu'il faut même regarder l'aliment mangé par la bête avant, donc ça veut dire qu'il y a une étape avant, pendant et peut-être après. Donc pour les épices, est-ce qu'il y a des dimensions managériales comme ça qu'on prend en compte pour pouvoir réussir une certification halal? Justement, parce qu'en fait, il y a deux types de certifications. Il y a ce qu'on appelle la certification produit et il y a ce qu'on appelle la certification système. C'est-à-dire que pour ces genres de produits, on fait plus de la certification système et n'est-ce pas, on suit le produit depuis la matière première jusqu'au produit fini. Voilà. Et parfois même dans certaines situations, on fait même la traçabilité ascendante et descendante. Est-ce que dans le processus, il y a une partie où on exige, par exemple, qu'il y ait une partie de bismillah, par exemple, dans son process, où il prononce le nom d'Allah à un moment donné? Non? Non, le bismillah, ça, c'est pour la viande. C'est pour la viande? C'est pour la viande. Juste pendant la saignée. C'est juste pour la viande? Oui. C'est la même question que beaucoup d'hommes nous ont posée. Hein. Vous savez, même déjà, souvent on pose la question aux gens, est-ce qu'ils savent qu'ils consomment le halal ou pas? Sur le marché ivoirien, par exemple, vous avez plein de produits qui sont déjà labellisés halal, mais comme le consommateur que nous sommes, souvent ne sommes pas très exigeants, on ne fait pas attention. Vous-même, c'est halal, certification Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est ça? Chez vous, c'est halal, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, très bien. Vous-même, qui vous habilite à certifier d'autres? C'est un label communautaire, déjà. On tient notre légitimité de notre communauté, vous voyez, premièrement. Secondo, au niveau national, nous avons des documents de l'État de Côte d'Ivoire qui nous permettent, en tant que structure, de pouvoir faire le label. Après cela, sur le plan international, parce que, heureusement ou malheureusement,
on a plusieurs partenaires ou des clients qui sont à l'international. Donc il faut véritablement que dans le monde, on sache qui vous êtes. Donc nous sommes membres de plusieurs associations sur le plan national et sur le plan international de regroupement de certification, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique. Et vous, qu'est-ce qui assoit votre légitimité, votre crédibilité à pouvoir accréditer ou d'autres? Bon, déjà, nous avons un collège de certificateurs expérimentés parce que nous travaillons avec des certificateurs accrédités à l'international, IRCA, notamment des certificateurs ISO. Nous avons aussi des imams avec qui nous travaillons. Mais également à l'international, nous avons un partenariat avec le World Halal Council, mais également aussi on a une association, Association of Halal Certifiers, qui est une association qui a été créée dans le siège à Istanbul. Et nous avons aussi une reconnaissance parce qu'on a des clients qui exportent vers la Thaïlande. Nous avons des produits, par exemple, qu'on mélange. On prend plusieurs épices pour faire un mélange des épices. Je peux même citer un, qu'on a une épice aujourd'hui que nous appelons épice 5 étoiles, qui est une mélange des épices. Est-ce que les gens expriment de plus en plus l'envie d'avoir des produits certifiés ou alors des produits qui suivent le processus? Qui me répond? Bon, le besoin, on peut dire qu'il est mondial. Mais en Côte d'Ivoire, en fait, le processus est assez balbutiement. Voilà, étant donné qu'il y a un volet sensibilisation. Parce que l'un des moteurs de la croissance halal, c'est la sensibilisation des consommateurs. Voilà, en prenant en compte également l'intégrité de la chaîne logistique et, comme vous l'avez dit, l'éco-éthique. Et c'est le volet sensibilisation qui va permettre, n'est-ce pas, de pouvoir impacter massivement les consommateurs et à créer, n'est-ce pas, des exigences parce qu'on a créé aux consommateurs la culture qualité halal. Aujourd'hui, les consommateurs sont en bonne partie préoccupés par manger. Alors aujourd'hui, lorsqu'on fait un peu l'état des lieux de la viande, nous avons la viande de brousse. Nous savons comment est-ce que la viande de brousse est abattue. C'est avec soit le fusil de chasse ou des pièges. Vous comprenez? Donc, pour les populations qui sont en zone rurale, vous êtes d'accord avec moi que faire parler de halal, franchement, je pense que c'est quasi impossible parce qu'il y a des habitudes de consommation. Justement. Il y a des habitudes de consommation qui sont là. La demande est en pleine croissance. Alors, c'était la dernière intervention. J'ai juste envie de me demander une dernière chose. Est-ce qu'une personne qui est dans des difficultés, qui a faim, est-ce que cette personne-là, qui n'a qu'une viande qui n'est pas halal, peut passer outre cette exigence de manger halal selon ce que demande Oui, mais en fait... en un mot, parce qu'on a fini. Bon, selon si on veut prendre les recommandations de la charia, ou bien, n'est-ce pas, des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour un musulman qui est en détresse, par exemple, quelqu'un qui est dans le désert et qui n'a pas de quoi boire ou bien de quoi manger, s'il voit peut-être la viande de porc ou de l'alcool, il peut consommer jusqu'à ce qu'il retrouve un endroit où il peut trouver du halal. Sur ce point, Brahim Akouma. Voilà. Mais ça, c'est un cas d'exception. Vous êtes dans une situation difficile, ce n'est pas halal. Si vous ne mangez pas, vous pouvez perdre la vie. Vous mangez. Bon, selon l'islam, on peut. Je peux. Vélo? Oui, mais assiété. C'est-à-dire quand on est rassasié, on arrête. On arrête. Ouais. Merci pour tout. Merci, chers invités, d'avoir participé à ce numéro de Made in Africa. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Made in Africa. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci, ou alors utiliser l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa. Merci également aux équipes de la RTI pour la réalisation et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt.